Après avoir écouté le contenu de la 12e séance, où je vous présentais la méthode de Kern de manière très simplifiée, en fait, je me suis aperçu que le son était d'une qualité médiocre, surtout au début, dans les premières minutes où l'on n'entendait presque rien. Et par conséquent, j'ai décidé de la refaire. Et donc, je vais de ce pas aller reprendre assez brièvement, bien que ça avait duré là, à l'époque plus d'une heure 6 minutes. Je vais reprendre cette 12e séance en essayant d'aller un peu plus vite. Donc voilà, je vous avais dit à l'époque que j'avais une remarque à faire. Elle concernait le choix de l'échangeur. Et en fait, j'avais rajouté ceci. Le seul cas où, dans une tête flottante, on pouvait avoir une seule passe, c'était le cas de la boîte arrière type P. C'était le seul qui pouvait procurer une passe côté tube. Bien, après avoir fait cette remarque qui n'était pas présente dans la 11e séance, je vais à présent aller m'attaquer à cette méthode de Kern, mais de manière très brève, puisqu'elle sera reprise en détail à partir de la 13e séance. Donc avant toute chose, parlons un tout petit peu de ce qu'on appelle la dualité transfert thermique paire de charge. Quand nous avons considéré le dimensionnement de l'échangeur à double tube, par exemple celui de l'année dernière, nous avons vu qu'il y avait une certaine dualité paire de charge transfert thermique. Ça voulait dire quoi? Ben, nous avons vu qu'il ne suffisait pas d'augmenter les vitesses pour améliorer le transfert. Cela induisait malheureusement euh, une grosse perte de charge qui était donc néfaste. Cette perte de charge se manifestait puisque nous l'avons montré que ici, nous avons montré qu'augmenter les vitesses effectivement permettait d'augmenter les coefficients de transfert thermique dans les films, c'est-à-dire le coefficient de convection, avec une puissance de 0,8. En revanche, d'un point de vue paire de charge, elle était à la puissance au carré, à la puissance 2. Et donc la paire de charge augmentait beaucoup plus vite. Donc certes, il est intéressant pour faire diminuer les résistances de convection d'augmenter les vitesses d'écoulement, c'est-à-dire les débits. Cela donc nécessitera moins de surface d'échange. Cependant, cela se fait au détriment de la paire de charges ou des paires de charges qui, celles-ci, doivent impérativement par conséquent croître. Bien, une fois que cette dualité paire de charges transfert thermique a été présentée, nous allons à présent passer à cette fameuse méthode de Kern que je vais présenter de manière très simplifiée, puisque comme je l'ai dit, elle sera reprise en détail à partir de la 13e séance. Donc le dimensionnement côté tube sera identique à ce qu'on a fait au semestre dernier dans la première unité de valeur de transfert thermique. Donc vous allez voir que côté tube, ce sera presque, enfin, presque la même chose. Bien, donc fixons-nous un peu les idées. J'appellerai le fluide 1 le fluide froid qui circulera côté tube, et j'appelle le fluide 2 le fluide chaud qui quant à lui circule dans le compartiment calandre, côté calandre. Alors, donc cette méthode a été établie par Kern. Il faut savoir que les premières tentatives pour fournir des méthodes de la paire de charges côté calandre et du coefficient de transfert thermique également côté calandre toutes se sont basées sur des corrélations qui se basaient sur des données expérimentales. Il faudra attendre 1950 pour que Kern arrive avec une méthode pour pouvoir justement déterminer le coefficient de transfert côté calandre. Pourquoi je vous parle toujours du côté calandre? Parce que pour le côté tube, c'est toujours une même méthode qui est adoptée par l'ensemble des thermiciens. Cette méthode, cependant, elle a certaines limites.
Dans cette méthode, Kern ne tient pas compte de ce qu'on appellera le débit de fuite et des bypass. Il ne tiendra pas compte de cela et il considère une fenêtre d'ouverture de la chicane qui est fixée à 25%. Un degré d'ouverture égale à 25%. Et donc, il faudra, pour pouvoir tenir compte justement de, de ces courants de bypass et de fuite, il faudra attendre une décennie après Kern pour que Delaware, par exemple, arrive et propose une deuxième méthode en 1960. Donc voilà un peu cet ouvrage que je présente ici. Il a été établi par Donald Kern. Et vous voyez ici les photographies de la première édition. Vous avez même une couverture cartonnée qui est présentée ici à gauche. Donc cet ouvrage, il est paru, comme j'ai dit, en 1950, c'est la première édition. Il est divisé en 3 grandes parties. D'abord les principes fondamentaux. Dans la deuxième partie, il parle des échangeurs thermiques. Et en troisième partie, il parle des autres équipements et des considérations sur le transfert thermique. La première partie, comme dans l'ensemble des ouvrages, elle est consacrée à la conduction en régime stationnaire et instationnaire. Elle est également consacrée à la convection forcée et naturelle et au rayonnement. La seconde partie, le noyau de cet ouvrage, traite de la procédure des conceptions des équipements de transfert thermique et des applications. Voilà pour ce qui est de la deuxième partie, il parle également de l'impact de l'entropie sur la conception des échangeurs. La dernière partie de cet ouvrage, c'est le chapitre, enfin, la partie 3 de ce livre. Elle examine les changements de phase, à savoir l'ébullition, la condensation, la réfrigération et la cryogénie. Il présente également les chaudières, les tours de refroidissement, les extincteurs, etc. d'un point de vue instationnaire et discontinu. Il y a également une annexe qui termine cet ouvrage. Bien, donc, comme je l'ai dit, nous allons présenter une procédure pour pouvoir dimensionner les échangeurs de chaleur, c'est-à-dire un échangeur à tube et calandre. Celle que je vais vous présenter, celle de Kern, est très utilisée pour le dimensionnement, puisqu'elle est très simple à mettre en œuvre, très rapide, et elle donne des résultats relativement satisfaisants dans la plupart des cas. Elle est cependant tributaire de la connaissance préliminaire du type d'échangeur à travers une suggestion de la géométrie interne de cet échangeur. Donc globalement, les, les choses qu'il faudra déterminer sont toujours la surface évidemment de transfert qu'il faudra utiliser pour pouvoir réaliser une certaine consigne, préciser les dimensions du tube, le diamètre, la longueur et leur nombre, trouver le diamètre intérieur de la calandre, déterminer le nombre de passes côté tube et côté calandre, suggérer un alignement des tubes sur la plaque tubulaire, en ligne ou bien en quinconce, et enfin, trouver le type, la taille, le nombre et l'espacement entre chicanes consécutives, pour ce qui est de l'espacement. Alors, voilà, nous voilà entrés donc dans le vif du sujet. Commençons par présenter une notation. J'appellerai petit nt le nombre total de tubes que constitue le faisceau. J'appellerai les grands n, ce sont les nombres de passes. Petit t pour le nombre de passes côté tube et petit c pour le nombre de passes côté calandre. Continuons. J'appellerai les W les débits massiques totaux, W1 pour le fluide froid, W2 pour le fluide chaud, froid en bleu, chaud en rouge. Les chaleurs spécifiques, je les ai notées comme d'habitude CP, CP1 pour le fluide froid et 2 pour le fluide chaud. Les températures, ce sont des grands T, 1 pour le fluide froid, 2 pour le fluide chaud, grand E pour l'entrée et grand S pour la sortie. Je rappelle juste que dans les ouvrages, par exemple, Kern utilise les petits t pour le fluide chaud et grand T pour le fluide froid. Bien voilà donc un peu les données. À présent, présentons les deux expressions pour déterminer
la surface d'échange. D'abord, commençons par la première expression, celle qui dit que toute la chaleur par unité de temps transférée du fluide chaud se retrouve intégralement dans le fluide froid. Et pour cela, le régime doit être considéré comme étant stationnaire et qu'il n'y a pas de déperdition vers l'extérieur. C'est-à-dire que toute la chaleur du fluide chaud passe dans le fluide froid. Et donc j'écrirai par conséquent le WCP delta T du fluide chaud, c'est-à-dire 2, ce sera égal à WCP delta T du fluide froid, comme ceci. Attention ici au signe. Quand je mets entrée moins sortie, évidemment, ce sera une quantité négative, c'est pour ça qu'il y a un signe moins. Sinon, si vous voulez avoir le signe plus, vous mettez T1S moins T2S, étant donné qu'il sort, le fluide froid sort à une température supérieure à celle de l'entrée. Et voilà pour ce qui est de la première expression, celle qui nous détermine la quantité de chaleur par unité de temps à transférer disponible dans l'échangeur. Et nous allons voir maintenant la seconde expression, celle qui est dédiée au dimensionnement parce qu'elle fait apparaître la surface. C'est celle que vous connaissez comme étant le flux de chaleur égal à US delta T ml. Cependant, en raison de cet écoulement mixte qui est tantôt co-courant, tantôt contre-courant, il y a un facteur de correction F qui vient corriger la delta T ml. Donc la vraie delta T ml, c'est F fois la delta T ml ancienne. Donc avec U, le coefficient de transfert thermique global évalué par rapport à la surface externe, S, c'est la surface justement externe totale que nous sommes en train de rechercher. Grand F, comme je l'ai dit, c'est le facteur de correction. Et delta T ml, vous reconnaissez la différence de température d'un point de vue logarithmique. Alors, juste une petite remarque à signaler. Le coefficient de transfert thermique global U, on va supposer qu'il restera plus ou moins constant tout au long de la surface d'échange. On supposera que U reste constant tout au long de la surface d'échange, ce qui implique par conséquent que les coefficients de convection H1 et H2 resteront également constants le long de l'échangeur, le long de la surface d'échange. Bien, une fois que ceci a été dit, maintenant vous remarquerez ici que j'ai écrit le fait que U1 S1, c'est-à-dire U1 S1, surface interne, c'est égal à U2 externe, fois S2 externe. Donc nous avons cette égalité que vous avez déjà vue au premier semestre de l'année dernière, dans l'unité de valeur de transfert de chaleur 1. Alors que choisir U1 S2 ou U2 S2? En fait, on vous dira toujours, il faudra choisir U2 S2. En effet, la surface externe S2, c'est une surface qui est très accessible à l'opérateur. Il est plus simple de déterminer la surface externe. Même quand il y a encrassement, il est plus simple de déterminer la surface externe. En revanche, la surface interne est un peu plus compliquée à trouver, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder aussi facilement que la surface externe. Grâce à un pied à coulis, je peux déterminer la surface externe. En fait, cette remarque nous a été nous a été dictée par M. Antonini lorsque nous suivions un cours sur le transfert thermique dans le cadre d'un DEA, d'un diplôme des études approfondies. Donc c'est un professeur au sein de l'UTC de Compiègne. Alors donc nous avons compris qu'il faudrait utiliser U2 S2. Pour simplifier les écritures, je mettrai tout simplement US2, comme ceci. Donc voici l'expression qui va me servir à déterminer la surface d'échange. C'est pour ça qu'on dit que c'est la relation qui est dédiée au dimensionnement. Donc regroupons à présent les écritures, enfin les équations, voici les deux équations, celle qui concerne la puissance transférée du fluide chaud vers le fluide froid. Une fois que Q point le flux est connu, je pourrais extraire S2 connaissant bien sûr U et F. Mais d'abord, mettons-nous dans le cas où l'échangeur subit un encrassement, c'est-à-dire les surfaces au contact avec les fluides en écoulement se sont encrassées après un certain temps de fonctionnement. Donc voici initialement la surface quand elle est propre. J'imagine qu'ici, c'est le fluide chaud qui circule dans l'espace central, dans le tube central, la paroi, faite avec un matériau très conducteur pour améliorer les transferts, pour permettre d'augmenter de se placer dans un cas où la résistance de conduction soit le plus faible possible. Et du côté externe, c'est le fluide froid
qui est là. Donc le rayon R1, R2, c'est le rayon intérieur du tube interne et extérieur du tube interne. Bien, maintenant avec le temps se constituent des dépôts au contact des surfaces. Et donc nous avons ces dépôts qui se forment au contact des surfaces, sur la surface interne du tube intérieur et sur la surface externe du tube intérieur. Voici les épaisseurs E1 et E2 de ces deux dépôts. Et je vais à présent représenter la section droite, faire la coupe pour que vous puissiez voir un peu comment que ça se fait. D'abord, présentant les profils de température. Nous avons dit que dans les noyaux turbulents, les températures restent uniformes. Elles sont respectivement égales à T1 dans le fluide. Ah, je me suis trompé. C'est T2, pas T1. 2 est réservé au fluide. C'est T2 et ici T1. 2 est réservé au fluide chaud et 1 au fluide froid. Les couleurs sont bonnes, mais pas. Alors, je disais. Bien, voici les températures des noyaux turbulents, mais au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la paroi, étant donné la condition d'adhérence, de non-glissement, le courant turbulent, la turbulence était amortie. Elle était amortie, si bien qu'il y avait un écoulement laminaire qui se développait dans une couche de fluide adjacente à la paroi. Et donc, dans cette couche où l'écoulement était laminaire, se développait également, dans le cas général, un dépôt, étant donné que les fluides peuvent être encrassants, salissants. Et donc la température diminuait dans ces couches de fluide de manière linéaire, plus ou moins, et puis dans les dépôts solides également, de manière très linéaire. Vous avez ici la pente qui est moindre puisque nous sommes dans un solide conducteur. Donc comme je vous l'ai dit, il y a à présent deux dépôts qui se sont constitués. Par conséquent, la résistance, ici vous avez la résistance globale, c'est la somme des résistances qui sont placées en série et vous voyez apparaître deux nouvelles résistances, RD1 pour le dépôt 1 et RD2 pour le dépôt 2. Donc faisons la coupe comme je vous les ai dit. Voici le tube intérieur et son épaisseur. R1, rayon intérieur du tube interne. R2, rayon extérieur du tube interne. R3 ne m'intéresse pas pour l'instant. Il va se constituer donc sur les surfaces en contact des fluides, le fluide intérieur et extérieur, des dépôts, que je vais représenter comme ceci. Voici pour ce qui est du fluide qui circule dans l'espace annulaire, si je considère un espace annulaire. Et voici le dépôt intérieur, qui est fait avec bien sûr une autre matière, puisque c'est un autre fluide qui circule à l'intérieur, dans le cas général. Et donc je viens de définir une résistance, une nouvelle résistance de dépôt, comme ceci. RD1 et RD2, ce sont les résistances d'encrassement, côté intérieur et côté extérieur du tube. Mais nous définissons également ce qu'on appellera des facteurs d'encrassement. Des facteurs d'encrassement qui est, en fait, ce facteur, c'est la résistance d'encrassement multipliée par la surface d'échange. Et on va voir qu'il faudra plutôt utiliser ce facteur d'encrassement pour ne pas avoir de soucis. Et je vais m'expliquer dans la prochaine diapo de quoi je parle. D'abord, remarquez la différence entre les unités. Pour le facteur d'encrassement, c'est des mètres carrés Kelvin par watt, c'est exactement l'inverse du coefficient de convection. En revanche, pour la résistance d'encrassement, c'est des Kelvin par watt. Vous voyez qu'il y a la surface qui les différencie. Bien, reprenons. Donc si je faisais mes calculs, puisque ce sont des dépôts solides, ils seraient concernés par les résultats de l'année dernière, c'est-à-dire c'est log du grand rayon sur petit rayon divisé par 2πkL. Donc c'est la résistance de conduction à travers un solide dans le cas d'une géométrie cylindrique pour laquelle le transfert thermique se faisait de manière radiale étant donné que la longueur du tube est très très grande par rapport au rayon. Bien voilà, voilà comment ce qu'on trouverait. Mais je me retrouve rapidement confronté à un problème de taille, c'est KD1 et KD2, les conductivités thermiques des dépôts 1 et 2. Comme dans le cas général, je ne sais pas ce qui se dépose, en fait, je ne sais pas de quoi est constitué le dépôt 1 et 2, par conséquent, trouver sur les ouvrages des données telles que le Perry Chemical Engineering, trouver
le coefficient de convection devient compliqué, excepté pour le cas du calcaire. Le reste des cas, ça va être compliqué de savoir qu'est-ce qui s'est déposé sur les parois. Et je l'ai compris juste dans le cas où on me donne KD, ça serait compliqué de travailler avec les résistances d'encrassement. Regardez maintenant à présent ce qui se passe si nous avions affaire aux facteurs d'encrassement, les RD'. Eh bien, dans le cas des facteurs d'encrassement, je me retrouve avec quelque chose de plus sympathique puisque je ne vois plus apparaître, contrairement au premier cas, je ne vois plus apparaître la conductivité thermique des dépôts 1 et 2. En revanche, je n'ai pas RD1' et RD2'. En fait, ces deux facteurs d'encrassement, ces deux valeurs, vous les trouverez tabulées dans les ouvrages. Elles seront données en fonction du type de fluide. Et donc, je l'ai compris, il est plus intéressant pour moi de travailler avec le facteur d'encrassement, étant donné, comme je l'ai dit, que ce sont des grandeurs que vous pourrez retrouver dans la littérature. Vous trouvez ces valeurs comme ceci. Elles sont tabulées. Dans tous les ouvrages, vous les trouverez tabulées. Alors, vous voyez également que les facteurs d'encrassement, comme nous l'avons dit à propos du fluide du fluide propre et du fluide encrassant, nous avons dit que quand la valeur du facteur d'encrassement était inférieure à 2,10-4, ça voulait dire que le fluide est propre. En revanche, quand ça dépassait 3,4, 3,5, le fluide était dit encrassant ou salissant. Bien, avant de terminer cette partie, remarquez que la longueur partout se simplifie. Il n'y a pas de longueur, évidemment, puisque c'est le but du jeu, c'est de trouver justement cette longueur L. Donc voilà, il était plus avantageux, comme j'ai dit, de travailler avec le facteur d'encrassement pour les raisons que je viens de présenter. Voici l'écriture maintenant du coefficient global de transfert thermique où vous ne voyez plus apparaître ni la conductivité thermique ni la longueur. Vous ne voyez que les facteurs d'encrassement et la géométrie, c'est-à-dire, là je m'aperçois, parce que j'ai corrigé partout, mais je m'aperçois que je n'ai pas corrigé ici. Normalement, les D, je les ai enlevés partout pour vous mettre des E, les épaisseurs pour ne pas confondre avec les diamètres. En fait, partout ici, je suis désolé, je n'ai pas corrigé ici. C'est R2 moins E2, R1 moins E1, R2 plus E2, R1 moins E1. Et voilà, donc désolé, je ne l'ai pas fait. Alors, justement à propos de ces dépôts, très souvent, nous n'avons pas accès à ces dépôts, nous ne savons pas combien de millimètres se sont déposés sur les parois. Comme ce qui s'y dépose est négligeable, souvent on vous dira, vous négligerez les épaisseurs de dépôt sur les surfaces. Vous négligerez les épaisseurs de dépôt sur les surfaces en contact avec les fluides en circulation. Si bien que les surfaces d'échange, ce sont les surfaces classiques, c'est-à-dire les 2πRL. 2πr1L pour la surface interne, latérale intérieure, et 2πr2L pour la surface extérieure. C'est-à-dire que le dépôt, l'épaisseur du dépôt est très petite. Les EI, désolé encore une fois, ce n'est pas les D, c'est les EI sont très petits par rapport au rayon. E1 très petit par rapport à R1, E2 très petit par rapport à R2. Voilà, une deuxième remarque, j'avais juste dit, la conductivité thermique du tube, du matériau que constitue le tube, bien sûr elle est choisie de manière à ce que les échanges soient les meilleurs, donc le K est grand. Par conséquent, très souvent, vous pourrez négliger la résistance de conduction à travers la paroi. La résistance de conduction à travers la paroi, à travers cette paroi. Voilà, ceci étant dit, j'ai terminé avec mes deux remarques. À présent, pour clôturer cette partie-là, je vais vous présenter quelques ordres de grandeur du coefficient global de transfert thermique. Donc voici un peu quelques ordres de grandeur du coefficient global de transfert thermique pour des couples tels que gaz-gaz, gaz-liquide, liquide-liquide. Voici des valeurs où vous remarquerez bien sûr que dans le cas des gaz, le coefficient de transfert thermique global est très petit par rapport à celui donné par les liquides, celui des liquides. Et c'est pour ça que nous avons dit à l'occasion du cours, de la première partie du cours au premier semestre,
que dans le cas des ailettes, il était plus judicieux de placer des ailettes. Donc lorsqu'il s'agissait d'une surface S baignée par de l'air, un gaz, de l'air ambiant, plutôt qu'une surface baignée par un liquide. Puisque de toutes les manières, dans un liquide, les coefficients sont très importants. Donc il était plus judicieux de rajouter de la surface, de rajouter des ailettes lorsqu'il s'agissait d'une surface qui était au contact d'un gaz. Bien ceci étant dit, maintenant je vais aller un peu commencer ce dimensionnement, ce fameux dimensionnement. Je vais commencer par le cas simple, c'est-à-dire le cas de l'intérieur du tube. Donc il y a un côté tube qui est simple. Le côté calandre, il n'est pas compliqué, mais il est nouveau. Il est nouveau. Donc pour le côté tube, nous allons faire notre raisonnement sur un seul tube. Vous savez, il y a plusieurs tubes, mais nous ferons le raisonnement sur un seul tube pour trouver le coefficient de convection dans le film liquide à l'intérieur, c'est-à-dire le coefficient de convection H1. Donc voilà comment se présente la méthode. D'abord, déterminons la section de passage du fluide par passe. Vous remarquerez qu'ici, j'ai mis une cloison de séparation de passes. Par conséquent, je vais assister à deux passes côté tube comme ceci. Donc vous remarquez, première passe, le premier passage côté tube, et le second passage. J'ai pris un cas quelconque, j'aurais pu m'arrêter à une passe, mais j'ai pris ce cas pour que vous compreniez ce que je vais faire. Et là, je remarque que les deux tubulures sont placées en vis-à-vis, et je remarque qu'il y a ici existence d'une chicane longitudinale qui n'est pas représentée, mais je l'ai compris, il va y avoir deux passes côté calandre, c'est une calandre type F, mais ce n'est pas le but du jeu, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Commençons, comme je l'ai dit, par déterminer la section de passage du fluide dans une seule passe, c'est-à-dire par exemple dans la passe supérieure, celle qui est en haut, cette passe-là. Donc je l'ai compris, je vais faire la coupe de l'échangeur, et voici la cloison de séparation des passes. Je vais à présent représenter les tubes que constitue la première passe, les voici, pardon, et vous avez les tubes qui constituent la seconde passe, avec petit t le nombre total de tubes, et grand t le nombre de passes qui est égal à 2 dans ce cas. Ben, je l'ai compris, la surface de la section de passage A, côté tube, total, c'est-à-dire par passe, ici, dans la première passe, c'est la section droite d'un tube, pi R1 carré, ou bien pi D1 carré sur 4, multiplié par le nombre total de tubes, divisé par le nombre de passes. Par exemple, si j'avais 100 tubes, un nombre total de tubes qui était égal à 100, la première passe est constituée de 50 tubes, la seconde également de 50 tubes. Donc ça serait en fait la section droite d'un tube multiplié par 50. 50 c'est 100 divisé par 2. Ça me donne ceci. La section droite d'un tube multipliée par le nombre total de tubes divisé par le nombre de passes côté tube. Le nombre de passes côté tube, comme ceci. Voilà. Et par conséquent, le débit massique total, W1, c'est-à-dire celui qui va passer à travers la première passe, celui qui arrive dans l'échangeur et passe à travers la première passe, d'abord l'expression du débit massique, c'est ρ, la vitesse débitante, multipliée par la section droite. Donc ça va être W1 qui va être égal à ρ1 V1 fois justement cette section droite que nous venons juste de déterminer. Alors on y va. Donc voici la section droite, celle qu'on vient juste de déterminer. Et à présent, déterminons ce que l'on est en train de rechercher. Pour faire mon raisonnement, nous avons dit nous raisonnons sur un seul tube. Là, c'est le débit qui passe par tous les tubes de la première passe. Donc pour faire simple, le débit qui va traverser un seul tube, tout le monde peut le voir rapidement, ce sera ρ1 V1 multiplié par pi R1 carré. ρ1 V1 multiplié par pi R1 carré, ou alors W divisé par 1T sur grand 1T. C'est à vous de voir. Moi, je préfère voir rapidement que c'est ρ1 V1 pi R1 carré. Et nous allons maintenant parler un tout petit peu d'une grandeur que j'ai commencé à définir déjà il y a quelques temps. C'est ce qu'on appelle la vitesse massique. La vitesse massique, ou bien on appelle également le flux massique, mais je préfère dire la densité de flux massique, puisque c'était kilogrammes rapporté à la section droite fois le temps. Donc cette vitesse massique, c'est en fait quoi? C'est juste ρ fois V, ρu, ρv, ρv. Ben, puisque c'est ρv, ça va être égal à quoi? Ben, d'abord, on la note G,
ça va être W', W' divisé par pi R1 carré, pour avoir ρ1 V1. Donc voici G qui est égal à ρ1 V1, G. Ça sera W1', la prime je l'utilise donc quand il s'agit d'un tube, un seul tube. Ça sera le débit massique qui traverse un seul tube rapporté à la section droite d'un tube, la section droite interne évidemment, la section droite interne du tube, A1, A1. Bien, continuons, toujours dans le tube, donc côté tube. Je vais aller à présent présenter le nombre de Prandtl et le nombre de Nusselt. Le nombre de Prandtl et le nombre de Nusselt. Donc remettons un peu les résultats auxquels nous avons abouti. Là, vous avez la procédure qui a été présentée déjà l'année dernière. On détermine le nombre de Reynolds pour savoir de quel régime il s'agit, puis on calcule le nombre de Prandtl, on choisit la relation empirique qu'il faut, ensuite on calcule le nombre de Nusselt. Donc voici les résultats auxquels nous avons abouti. Nous avons le Reynolds qui est égal à ρ V1 fois la dimension caractéristique, c'est-à-dire le D1, diamètre 1, c'est-à-dire de R1 multiplié par mu1. Mais je vous donne également les résultats en fonction du débit massique, le flux massique et le débit volumique également. Comme ça, vous connaissez tous les cas qui peuvent apparaître. Les voici. Le nombre de Prandtl est Cp mu K, Cp mu sur K. Le voici. Et le nombre de Nusselt, H, dimension caractéristique, HD1 sur K1. À remarquer que les propriétés physiques, toutes les propriétés physiques sont évaluées à température moyenne, c'est-à-dire la moyenne arithmétique. T entrée plus T sortie divisé par 2. Voilà, ceci clôture le côté tube. Comme je l'ai dit, il n'y a pas 2 ou 3 méthodes, il y a une seule méthode pour déterminer le nombre de Nusselt côté tube, pour avoir H1 évidemment, le coefficient de convection à l'intérieur du tube. En revanche, pour l'extérieur, il y en a beaucoup plus en fonction de l'auteur, en fonction des auteurs. Alors, commençons, si vous le voulez bien maintenant, plaçons-nous dans le cas d'une calandre munie de chicanes pour que l'écoulement soit globalement un écoulement croisé, c'est-à-dire que le fluide rencontre les tubes de manière perpendiculaire, comme ceci. Donc plaçons 3 chicanes, pour l'exemple que j'ai considéré, les voici. Tout ceci sera appris en détail quand je commencerai à présenter la méthode de Kohn à partir de la 13e séance. Voici le diamètre intérieur de la calandre. J'ai placé 3 chicanes, des chicanes, d'épaisseur E, petit e, et la distance entre 2 chicanes consécutives, le pas de chicane, j'appelle ça grand B, comme ceci. Vous voyez l'écoulement, il est croisé, comme je l'ai précisé ici. Il est croisé, c'est-à-dire que vous avez l'écoulement entre 2 chicanes consécutives qui est perpendiculaire au tube, et au droit de la chicane, il est parallèle, longitudinal, parallèle au tube. Vous avez donc, si on me posait la question, quelle est la distance libre entre 2 chicanes consécutives? Libre, j'ai bien dit libre. C'est simple, la distance libre entre 2 chicanes, c'est B entre 2 centres de 2 chicanes consécutives auxquelles je retranche une moitié de E de ce côté-ci et une autre moitié de E de ce côté-là, si bien que j'ai B moins E. B moins E. Donc voici la distance libre qui sépare deux chicanes consécutives. À présent, pratiquant une coupe, je vais pratiquer une coupe AA, et je vais voir par-dessus, je vais couper donc ici, et je vais regarder par-dessus. Donc je regarde comme ceci, je vois ça. Le diamètre de la calandre, le voilà. Mettons le pas P entre deux tubes adjacents, comme ceci. R2 étant le rayon extérieur. 2R2, c'est le diamètre extérieur. Le pas, il est entre deux centres de deux tubes adjacents, comme ceci. Et nous allons poser la question, quel est l'espace entre deux tubes adjacents, l'espace libre entre deux tubes adjacents, c'est-à-dire ça, l'espace libre entre deux tubes adjacents. Alors, d'abord, nous avons présenté le diamètre externe du tube, D2, de R1, le pas, je viens de le mettre. Donc, vous l'avez compris, la distance libre dans laquelle va circuler le fluide entre deux tubes adjacents, c'est P, auquel je retranche un rayon et un second rayon, R2 plus R2, c'est-à-dire D2, comme ceci. Donc, voici présenté devant vous les espaces libres entre deux chicanes consécutives et entre deux tubes adjacents. Bien, allons avec ces résultats. Vous avez vu que j'ai mis en évidence un rectangle que j'ai hachuré en rouge. Vous allez voir dans une seconde à quoi tout ça va me servir.
Donc je replace mes données comme ceci. Et donc la surface, si on me demandait quelle est la surface de ce rectangle, bah, c'est longueur fois largeur, ça me donnera ceci. Quand je fais longueur fois largeur, ça me donne ça. Eh bien, la section totale de passage côté calandre offerte au fluide, c'est AC. C'est AC, mais c'est égal à quoi? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine diapositive. En fait, cette section AC, Kern, pour l'obtenir, se place au centre de la calandre, pour avoir la surface, l'aire de la surface maximale. Cette surface maximale est disponible près de la ligne centrale de la calandre. Alors, remettons ça dans la prochaine diapositive. Voici A2. Donc, j'ai dit qu'il fallait Kern considérer la section maximale de passage offerte au fluide côté calandre. Par conséquent, il va se placer au centre de la calandre. Je vais considérer, par exemple, je fais ici une coupe, je vais représenter ici, et je vais considérer juste le centre. Je ne vais pas voir les autres tubes, juste le centre. Et je vais supposer que, par exemple, au centre, il y a 4 tubes. Je suppose qu'il y a 4 tubes comme ceci. Bien. Il y a 4 tubes, ça c'est le diamètre intérieur de la calandre, le pas c'est entre deux centres de 2 tubes adjacents comme ceci. Bah, on pourrait dire que le diamètre intérieur de la calandre, ça va être 1P plus 2P plus 3P plus une moitié de P plus une deuxième moitié de P, ça me donne 4P. Donc le diamètre de la calandre, c'est ça, 4P. C'est-à-dire 4, c'est exactement le nombre de tubes présents au centre de la calandre, là où l'espace offert au fluide est maximal. L'espace offert au fluide côté calandre est maximal. Et donc, je pourrais dire toujours que le diamètre de la calandre, ça sera le nombre de tubes présents au centre de la calandre multiplié par le pas. Le nombre de tubes présents au centre de la calandre multiplié par le pas. Très bien. Mais c'est quoi donc la section de passage totale offerte au fluide côté calandre? C'est quoi cette surface AC? Bah, AC sera égal au nombre de tubes multiplié par A2, multiplié par A2. Donc la section de passage totale, c'est le nombre de tubes présents au centre de la calandre, puisque c'est là où la surface est maximale, multiplié par la section droite de tout à l'heure, celle que je vous ai montrée, hachurée en rouge. Si bien que ça va être égal à ça, multiplié par 1C, c'est-à-dire diamètre de la calandre rapporté au pas, comme ceci. Eh bien, dans les Kern présente plutôt une surface simplifiée. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'épaisseur de la chicane est négligeable devant le pas de chicane. E est très très petit devant B. L'épaisseur de la chicane, elle est très petite devant le pas de chicane. Le pas de chicane, c'est-à-dire la distance entre deux chicanes consécutives. Voilà. Donc, vous avez remarqué, j'ai présenté ça de manière très simplifiée, de manière pas du tout détaillée. Ne vous inquiétez pas, le détail va être présenté dans les diapos qui vont venir après, plutôt dans les séances qui vont arriver, puisque j'ai détaillé la méthode de Kern et j'ai détaillé comment est-ce qu'on trouve ceci, pourquoi c'est A2 fois NC qui donne AC, tout ça y est détaillé. Donc ça viendra en temps voulu. Maintenant, je vais continuer la présentation du côté calandre, puisque je me retrouve devant un problème, c'est que je ne connais pas la dimension caractéristique qu'il faudrait utiliser pour le calcul du nombre de Reynolds et du nombre de Nusselt. Reynolds, c'est ρ fois la vitesse débitante multipliée par une dimension caractéristique divisée par mu. Mais c'est quelle dimension caractéristique? Si c'était un tube, ça aurait été le diamètre intérieur. Là, c'est un espace extérieur qui se situe entre le diamètre interne de la calandre et les tubes, la surface externe des tubes. Eh bien, nous allons introduire la notion fictive de diamètre équivalent, comme l'a fait Kern, pour pouvoir justement remonter à ce diamètre équivalent. Alors, voici ce que je suis en train de dire. Donc, pour la détermination de la dimension caractéristique, Kern va utiliser le diamètre équivalent DE. Il ne parle pas du diamètre hydraulique du tout. Le diamètre hydraulique, c'est-à-dire le périmètre mouillé, entièrement, celui-ci il le réserve pour remonter aux paires de charges, mais pas dans le calcul du nombre de Nusselt,
ni du nombre de Reynolds, comme ça va être signalé en temps voulu dans les cours qui arrivent. Donc regardez s'il vous plaît, donc le diamètre équivalent, c'est 4 fois la surface offerte à l'écoulement divisé par le périmètre mouillé. Mais attention, pour le périmètre mouillé, ce n'est pas le périmètre que nous avons défini au premier semestre de l'année dernière. Non, c'est le périmètre de transfert. J'avais appelé le périmètre de transfert. Bien, alors, représentons les deux dispositions classiques, à savoir l'alignement à la disposition en ligne ou bien en quinconce. Mais soyons un peu plus précis puisque nous avons présenté l'alignement en ligne, il y avait le carré, et en quinconce, il y avait le triangulaire, il y avait à 30 degrés, à 60 degrés, et il y avait le carré renversé. Alors regardez s'il vous plaît, je rappelle les expressions donc, de Nusselt et de Reynolds, du nombre Nusselt et de Reynolds côté calandre, où j'ai introduit donc DE. Toute la question, c'est quoi DE? Donc il faudrait le calculer. D'abord, mettons un peu en exergue ces différents pas, les voici. Donc voici les 4 pas possibles, les triangulaires et les carrés. Eh bien, vous verrez quand je présenterai le cours, pas aujourd'hui évidemment, que pour le diamètre équivalent, pour le carré, qu'il soit à 90 ou à 45 degrés, ou le triangulaire, voici les expressions. Pour le carré, la voici. Donc la surface offerte, ça va être le carré auquel je retranche toujours un quart de la surface, qui fait, ce sera pi d2 sur 4. Pour le périmètre de transfert, c'est pi d2, le périmètre de transfert d'un tube pi d2. Vous voyez bien, 1, 2, 3 et 4, donc ça va être pi d2. Pour le triangulaire, mais vous verrez le détail, pas aujourd'hui, voici l'expression du diamètre équivalent. Donc il suffit de mettre DE dans Reynolds et Nusselt pour trouver les expressions des nombres de Nusselt et de Reynolds, et pour remonter à H2, c'est-à-dire le coefficient dans le film côté calandre. Côté calandre. Donc regroupons un peu, si vous voulez, les résultats côté calandre. Je répète encore, la calandre est munie de chicane. Donc l'écoulement, il est croisé. Je ne l'ai pas dit, mais Kern ne s'est pas du tout occupé de l'écoulement longitudinal. Il a étudié, il a présenté ses résultats uniquement entre deux chicanes consécutives, mais il a pris une certaine précaution, c'est le degré d'ouverture de la fenêtre que j'avais dit, il était égal à 25%. Vous comprendrez plus tard pourquoi c'est ce 25%. Donc regroupons un peu, ou bien récapitulons, la section de passage côté fluide, le débit massique et le flux massique, ou bien la vitesse massique, je vais les représenter ici. Voici pour ce qui est la section de passage côté fluide, la voici, c'est ce que je viens d'utiliser. Le débit massique, ρ fois la vitesse fois cette surface, la section offerte à l'écoulement du fluide côté calandre, simplifié, puisqu'il n'y a pas B-E, c'est B, comme Kern, donc je me suis placé dans les conditions de Kern. Et enfin, la vitesse massique, G2, c'est W sur cette fameuse surface offerte à l'écoulement côté tube, c'est-à-dire G2 sur AC, comme ceci. Voilà. Je vais à présent récapituler le côté tube et le côté calandre pour que vous ayez une vue d'ensemble, comme ceci. Donc, récapitulons. Côté tube, le nombre de Reynolds, le nombre de Prandtl, le nombre de Nusselt, vous les avez ici. Nombre de Reynolds, ρ1, V1, D1 sur mu1, Prandtl, CP1, mu1 sur K, et Nusselt, vous l'avez en face des yeux. Et allons maintenant dans le cas côté calandre. Reynolds 2, ρ2, V2 fois le diamètre équivalent DE divisé par mu2, comme ceci. Et où vous avez les expressions du diamètre équivalent dans le cas d'un alignement carré ou triangulaire. Voilà un peu les résultats finaux, c'est-à-dire comment obtenir les coefficients H1 et H2, coefficients de transfert dans les films à l'intérieur du tube et à l'extérieur, c'est-à-dire on les appelle les coefficients de convection. À présent, nous avons dit que ceci me servait pour déterminer le U. Une fois que le U est connu, nous arrivons à nos fins,
c'est-à-dire la détermination de la surface totale d'échange. La surface totale d'échange S. Mais c'est quoi ce S? La surface totale d'échange S. La surface totale d'échange S, c'est la surface de tout le faisceau. Et bien, ça va être le nombre de tubes total multiplié par S2. Le nombre total de tubes multiplié par S2. Comme ceci, c'est-à-dire 2pi R de L. 2pi R de L. Bien. Donc pour la surface, nous avons compris comment ce qu'il fallait faire. Puis, bien sûr, vous avez compris, je vais extraire. Une fois que tout est connu, je vais déterminer ma longueur de tube. Alors, nous allons maintenant nous intéresser au facteur de correction F. Nous avons dit que puisque nous avons un écoulement mixte dans l'échangeur, c'est-à-dire tantôt cocourant, tantôt contre-courant, au gré des passes, côté tube et côté calandre, eh bien, la delta TML, il faudrait la corriger. La delta TML, elle est à corriger. Et comment la corrige-t-on? Eh bien, on multiplie la delta TML classique par un facteur F. Par un facteur F. Très bien. D'abord, rappelons un tout petit peu ce que c'est que la delta TML, pour ceux qui l'auraient oublié. C'est delta T max moins delta T min divisé par log de delta T max sur delta T min. Donc c'est ainsi que nous corrigerons la delta TML en multipliant F par la delta TML classique que je viens de présenter ici. Alors, je n'ai pas dit oui, il faut multiplier par la delta TML classique. Quand je dis classique, classique veut dire que je me place dans le cas d'un contre-courant à une seule passe côté tube et une seule passe côté calandre. Une seule passe côté tube et une seule passe côté calandre. C'est ça la delta TML classique. J'entends par classique, c'est celle-là. Une passe côté tube et une passe côté calandre. Bien, continuons si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en fait que F, dans le cas d'un échangeur à double tube, il est égal à 1. F est égal à 1 dans le cas d'un échangeur à double tube. Que l'écoulement dans les tubes soit à cocourant ou à contre-courant, c'est toujours 1. Ou bien, également, on nous dit, dans le cas d'une calandre type E, lorsque vous avez une passe côté tube et une passe côté calandre. Mais surtout, il ne faut pas qu'il y ait de chicane et que l'écoulement, bien sûr, se réalise à contre-courant. Donc F sera également égal quand vous avez le cas d'une chicane, d'une calandre type E, dans laquelle vous avez une passe côté calandre et une passe côté tube, et dans cet échangeur, il n'y a aucune chicane. Et l'écoulement a lieu à contre-courant. À contre-courant. Je dis contre-courant, c'est-à-dire le fluide 1 circule en sens contraire du fluide 2. Sinon, dans les autres cas, F est différent de 1 et il y est inférieur. Donc c'est un peu ce que je suis en train de dire. Donc F, dans le cas d'un double tube que vous ayez une circulation à ou à contre-courant, c'est toujours la même chose, F sera toujours égal à 1. On n'a pas eu ce souci l'année dernière quand nous avons fait le dimensionnement de l'échangeur à double tube. Bien, continuons si vous le voulez bien. Allons un peu plus dans le détail et parlons un peu plus de ce facteur de correction. Eh bien, ce facteur de correction va se baser sur deux coefficients qui sont donnés par les expressions que je vais vous présenter dans la diapo suivante. Ah, et ça, c'est pour vous dire que dans les autres cas, f est différent de 1, c'est-à-dire f est inférieur. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, f se base sur deux coefficients, le coefficient R et le coefficient E. Ce coefficient E est très souvent noté P ou S. Vous allez voir dans les ouvrages, c'est P ou S. Donc, qu'est-ce que c'est que ces coefficients? D'abord, pour le coefficient R, vous voyez que ce sont les forces motrices. Quand j'avais mis WCP delta T, vous avez les delta T qui sont là. Par conséquent, ça va être égal à quoi? C'est comme si vous aviez les WCP, le rapport des WCP, mais l'inverse. Donc, c'est le rapport des capacités calorifiques. Cp multiplié par un débit massique, c'est une capacité calorifique. Cp, c'est la chaleur spécifique, multiplié par le débit volumique, massique, c'est une capacité calorifique, puisque vous avez des watts et non plus des joules par Kelvin, kilo. Bien. Comme je l'ai dit,
Tandis que E, noté très souvent P et S, d'ailleurs dans les ouvrages vous trouverez les deux, P et S, correspond à une efficacité de l'échangeur. Par exemple, pour le fluide froid, donc c'est égal à ça, hein, T1S moins T1E, c'est-à-dire la température de sortie du fluide froid moins la température d'entrée du fluide froid. Si vous avez votre fluide froid qui arrive à sortir à la température d'entrée du fluide chaud, ben vous avez une efficacité qui est égale à 1. Vous aurez le même numérateur que le dénominateur. Le numérateur et le dénominateur sont identiques. C'est ce que je dis ici en gras. Si le fluide froid sort à la même température d'entrée du fluide chaud, ben vous avez une efficacité maximale qui est égale à 1. L'efficacité maximale qui est égale à 1. Alors, cette présentation de cette partie est nouvelle parce que elle n'y était pas dans la diapo d'avant. En fait, elle est due à une discussion que j'ai eue avec le professeur Mohamed Belkacem, professeur au sein de l'USTHB, sur l'origine de ces coefficients. Cette question lui a été posée par une étudiante de sa section pour savoir quelle était l'origine. En fait, ça remonte à loin. C'est en 1940 que Baumann et Müller ont publié justement la correction, le facteur de correction de la dette ATML, que j'ai dit, la dette ATML prise dans le cas d'un échangeur à double tube à contre-courant. Et il présente donc des résultats de différentes températures moyennes en fonction de ces paramètres R et E. R et E, paramètres adimensionnels évidemment. Ils ne sont fonction que des 4 températures. Ils ne sont fonction que des 4 températures. Bien, continuons. Pour établir donc les équations et les graphes qui vont accompagner l'étude proposée par Baumann, un certain nombre d'hypothèses vont être présentées, vont être supposées par ces auteurs. Donc ils vont supposer ces hypothèses, à savoir que, comme je l'ai dit, le coefficient global de transfert thermique qui est constant tout au long de l'échangeur, les débits massiques volumiques et les chaleurs spécifiques le sont également. Il n'y a pas de changement de phase, pour les fluides ne subissent pas de changement de phase. L'échangeur est parfaitement calorifugé, si bien que toute la chaleur du fluide chaud se retrouve intégralement dans le fluide froid, il n'y a pas de déperdition. Donc la surface de la passe, des deux passes, par exemple si ces deux passes, c'est la même, elles sont constituées par le même nombre de tubes. Je reviendrai au fait que le nombre de tubes total doit être un nombre pair pour pouvoir avoir des nombres de passes qui constitués avec un nombre pair également de tubes. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, la température dans une section droite de la calandre reste uniforme. Sur une section droite de la calandre, la température reste uniforme. Ceci veut dire que les clearances, l'espace qui va exister entre la surface externe du faisceau de tube et le diamètre intérieur de la calandre, il est minime, pour ne pas qu'il y ait justement de variation de la température sur une section droite. Voici donc les hypothèses adoptées par Baumann et collaborateurs pour pouvoir établir les graphiques dont on va se servir pour trouver f afin de corriger la dette ATML classique. Donc il se base sur deux coefficients que je viens de présenter ici. L'un traduit le rapport des capacités calorifiques, l'autre traduit une certaine efficacité du fluide froid. Ils ont été déterminés, enfin l'étude a été proposée en 1940, et je suis en train de vous la proposer. Donc comme je l'ai dit, c'est après une discussion avec M. Belkacem que j'ai modifié cette partie du cours pour pouvoir être un peu plus précis. Et à présent, nous arrivons à la fin, c'est-à-dire nous allons présenter un peu les graphiques proposés par Baumann et Cole. Voici un exemple donc, de graphique. Vous avez le facteur de correction qui est tracé en fonction de E, des capacités calorifiques, comme ceci, comme ceci. Et on va par exemple, pour se fixer un peu les idées, considérer une certaine valeur de R, comme ceci, par exemple R égale à 3, R égale à 3, et je fais mes calculs, les calculs de E, une fois bien sûr que les 4 températures sont connues. Je rappelle encore une fois, E est noté très souvent P et S, P ou S.
Donc je fais mes calculs, je trouve par exemple un E qui est égal à 0,22 ou 0,24 comme ceci. Je monte, l'intersection avec R me renseigne sur F, la valeur de F. Une fois que F a été trouvé, je vais corriger ma dette HTML classique, c'est-à-dire celle qui se base sur un échangeur à double tube dans lequel les fluides circulent à contre-courant. Voilà. À présent, c'est la présentation du détail de la méthode de Kern. Vous trouverez ça à partir de la séance numéro 13. Donc voilà, c'est fini. J'ai repris donc, quand j'ai écouté attentivement la, la 12e séance, je me suis aperçu que le son était était très très mauvais. Et donc j'ai voulu reprendre cette séance que je vais donc insérer avec celle-ci dans un premier temps, puis cette séance sera probablement supprimée puisque dans le calcul des diamètres équivalents, je n'ai pas procédé de la même manière. Voilà, j'espère que c'est clair. Indiquez-moi si vous avez quelques difficultés pour que je puisse me reprendre et corriger. Dites-moi aussi si tout, tout a été assimilé, s'il n'y a pas d'erreur. Merci de votre attention et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.